28 mai 1940, ministère de l'Air du Reich, Berlin. Le maréchal du Reich, Hermann Göring, reposa le rapport de renseignement avec un mépris non dissimulé. Le document détaillait la demande du président Roosevelt au Congrès pour une expansion sans précédent de la production aéronautique américaine. Une capacité à fabriquer 50 000 avions annuellement. Les Américains sont désespérés s'ils croient que de telles propagandes vont nous effrayer, déclara Göring à son état-major. Ils ne connaissent rien à la production de guerre, qu'ils essaient de convertir leurs usines automobiles. Ils apprendront que construire des avions de guerre demande plus que des chaînes de montage. Ce que Göring ne comprenait pas, c'est qu'à Détroit, un immigrant danois nommé William Knudson était déjà en train de lui prouver le contraire. L'ancien président de General Motors, travaillant maintenant pour $1 par an, en tant que chef de la production de Roosevelt, orchestrait la transformation industrielle la plus ambitieuse de l'histoire humaine. En l'espace de 4 ans, les usines américaines produiraient non pas les 50 000 avions impossibles qu'on avait moqués, mais près de 100 000 avions annuellement, tout en approvisionnant simultanément 2 théâtres de guerre sur des océans opposés. La proclamation qui déclencha le mépris allemand vint le 16 mai 1940, alors que les panzers allemands fonçaient à travers la France. Devant le Congrès, Franklin Roosevelt déclara « Je voudrais voir cette nation prête à pouvoir produire au moins 50 000 avions par an ». La réaction fut le scepticisme, même parmi les Alliés. En 1939, l'Amérique avait produit seulement 3 611 avions militaires. L'Air Corps de l'armée possédait 1700 avions de combat, beaucoup étant obsolètes. Pourtant, Roosevelt exigeait une augmentation de 14 fois la production. William Knudson devint l'architecte de ce miracle. Quand on lui demanda qui pourrait atteindre une telle production impossible, le conseiller présidentiel Bernard Baruch répondit « Premièrement, Bill Knudson. Deuxièmement, Bill Knudson. Troisièmement, Bill Knudson. » Knudson avait abandonné son salaire de $300 000 pour servir sa nation d'adoption, apportant les principes de production de masse automobile à la fabrication aéronautique. La transformation commença immédiatement. En décembre 1941, les usines américaines produisaient 2000 avions militaires mensuellement, une augmentation de 20 fois en 2 ans. La Ford Motor Company annonça des plans pour une immense usine de bombardiers à Willow Run, Michigan. Boeing agrandit ses installations de Seattle. Douglas Aircraft embaucha des milliers de travailleurs. L'arsenal de la démocratie s'éveillait. Le rejet par le leadership nazi des capacités américaines provenait à la fois de préjugés raciaux et d'aveuglement volontaire. Le général Friedrich von Bötticher, attaché militaire à Washington de 1933 à 1941, envoya des rapports précis décrivant la mobilisation industrielle américaine. Son câble de décembre 1940 avertissait « La production de guerre américaine atteindra des hauteurs inimaginables ». Berlin rejeta ces avertissements comme des exagérations défaitistes. Quand Bötticher rencontra Hitler en février 1939 pour discuter du potentiel américain, le Führer fulmina contre la dégénérescence raciale américaine plutôt que d'écouter les évaluations du renseignement. Hitler proclama les Américains à moitié judaïsés, à moitié négrifiés et incapables de guerre soutenue. Cet aveuglement idéologique s'avérerait fatal. Le préjugé imprégna tous les niveaux. Le renseignement de la Luftwaffe rejeta les rapports de femmes entrant dans les usines aéronautiques comme des signes de désespoir américain. Il ne pouvait concevoir que la mobilisation démocratique pourrait dépasser le commandement totalitaire. Quand des rapports arrivèrent d'usines fonctionnant sur 3 équipes, les analystes allemands supposèrent une exagération. La vision du monde nazi ne pouvait simplement pas accommoder la réalité américaine. L'usine Willow Run de Ford incarnait l'ambition américaine. Construite sur des terres agricoles à partir du 18 avril 1941, elle devint la plus grande usine du monde sous un seul toit. 3,5 millions de pieds carrés avec une ligne d'assemblage s'étirant sur 1 mile. Charles Sorensen, chef de production de Ford, promit de construire un bombardier B, 24 Liberator par heure, quand d'autres usines en géraient un par jour.
Les résultats initiaux furent catastrophiques. Le premier bombardier, complété en septembre 1942, nécessita une reconstruction complète. Les échecs de contrôle qualité atteignirent 50%. En février 1943, Willow Run produisit seulement 56 bombardiers mensuellement contre des promesses de centaines. Les critiques la surnommèrent « Will It Run ?» Mais les ingénieurs de Ford persévérèrent, décomposant les 488 193 pièces du B-24 en sous-ensembles gérables. Ils développèrent des outils de rivetage hydraulique, des harnais de câblage préfabriqués et des lignes d'assemblage mobiles. Ils accommodèrent 578 changements de design en 1943 seuls, tout en maintenant la production. En septembre 1943, la production mensuelle atteignit 148 bombardiers. En décembre, 365. La percée vint en avril 1944, quand Willow Run produisit 428 B-24, un toutes les 63 minutes, 24 heures quotidiennement. Cette seule usine surpassait la production de toute l'industrie aéronautique allemande. Les pilotes allemands reconnurent d'abord la supériorité de production américaine pendant la campagne de Tunisie. Le major Johannes Steinhoff, commandant le JG-77, nota en décembre 1942. Les pilotes américains ne sont plus des amateurs. Plus inquiétants, ils sont plus nombreux chaque jour. La révélation s'accéléra en 1943. Le 27 janvier marqua le premier raid américain sur l'Allemagne elle-même, 64 bombardiers attaquant Wilhelmshaven. En octobre, pendant le Jeudi noir à Schweinfurt, les Américains purent perdre 60 B-17 et les remplacer en 2 semaines. Les mathématiques étaient devenues inéluctables. Pendant la Big Week du 20 au 25 février 1944, les 8e et 15e Air Force montèrent 3500 sorties de bombardiers contre la production aéronautique allemande. La Luftwaffe perdit entre 262 et 355 chasseurs, mais plus critique, environ 100 pilotes vétérans irremplaçables. Le général Adolf Galland rapporta à Göring que l'Allemagne perdait 1200 chasseurs mensuellement tout en produisant 1000. L'Amérique produisait 2500 chasseurs mensuellement tout en perdant 400. Le major Heinz Baer, l'un des meilleurs as allemands avec 220 victoires, décrivit une mission de janvier 1944 au-dessus de Brunswick. Le flot de bombardiers s'étirait d'un horizon à l'autre. Au moins 700 forteresses volantes et Liberator. Nous étions 8 chasseurs contre des centaines. C'était sans espoir. En 1944, la production aéronautique américaine atteignit des proportions stupéfiantes. Cette année seule, les usines produisirent 96 270 avions, 16 048 bombardiers quadrimoteurs, 35 743 chasseurs et 22 591 avions multimoteurs. Cette production d'une seule année dépassa la production allemande de toute la guerre d'environ 94 677 avions. La disparité alla au-delà des nombres. Chaque bombardier américain portait 13 mitrailleuses de calibre 50 avec des milliers de cartouches. Les chasseurs allemands décollaient de plus en plus avec des charges de munitions partielles. Les bombardiers américains comportaient des tourelles motorisées, des viseurs de bombes avancés et un équipement de navigation sophistiqué. Les chasseurs allemands manquaient souvent de radios fonctionnelles. L'usine Boeing de Seattle produisait 16 B-17 quotidiennement en mai 1944. Douglas Aircraft, qui employait seulement 68 personnes en 1936, avait grandi à 167 000 travailleurs à travers 9 installations. North American Aviation produisait 500 P-50 et un Mustang mensuellement. Lockheed atteignit une production d'un P-38 Lightning toutes les 90 minutes, tout en implémentant 2127 modifications basées sur le combat. Les industries de soutien suivirent ce rythme. General Motors produisit 57 658 moteurs d'avions sous licence. Packard construisit 55 523 moteurs Rolls-Royce Merlin. La production d'aluminium d'Alcoa augmenta de 600%. La production de magnésium de Dow Chemical passa de 6 millions de livres annuellement à 333 millions.
La transformation de la main-d'œuvre américaine brisa les préconceptions nazies. Les femmes, représentant moins de 1% des travailleurs aéronautiques en 1941, constituaient 65% en 1943, 310 000 femmes parmi les travailleurs de l'industrie aéronautique. À Douglas Long Beach, 22 380 des 41 620 employés étaient des femmes. Rose Will Monroe, la Rosie the Riveter originale, enfonça 3000 rivets par équipe à Willow Run avec 99,5% de précision. Les femmes inspectrices chez Douglas réduisirent les taux de défaut de 3,2% à 0,3%. Ford redessina des outils pour des mains plus petites, améliorant par inadvertance l'efficacité. Le renseignement allemand interpréta l'emploi féminin comme du désespoir. Un rapport capturé de la Luftwaffe rejeta ces travailleuses comme temporaires, prédisant un effondrement de la qualité. Au lieu de cela, la précision s'améliora. Les femmes excellèrent dans le travail détaillé, câblage, instruments, inspection. Leur intégration représenta la force démocratique, pas la faiblesse. Alors que la production américaine montait en flèche, l'Allemagne se retira dans la fantaisie. Göring autorisa le programme Jaeger en février 1944, dispersant la production dans 729 installations souterraines utilisant du travail d'esclaves. Le complexe Mittelwerk employa 60 000 prisonniers dans des conditions horribles, 20 000 mourants. Ces usines souterraines produisirent plus de défauts que d'avions. Les travailleurs esclaves sabotèrent des composants. Le transport entre les installations dispersées causa des retards. Le contrôle qualité s'effondra. L'ensemble du complexe Mittelwerk produisit moins de moteurs mensuellement que la seule usine de Ford à Chicago. Pendant ce temps, l'innovation américaine s'accéléra. Boeing développa la construction modulaire du B-29 à travers 4 installations avec des pièces complètement interchangeables. Le B-29 pressurisé, coûtant $65 000 chacun, incorpora une technologie que l'Allemagne ne put égaler même en prototype. Début 1945, l'Amérique produisait 100 B-29 mensuellement. Le 6 juin 1944 démontra l'aboutissement de la production américaine. L'invasion employa 11 590 avions alliés contre 319 sorties allemandes, une supériorité de 36 contre 1. Ce n'était pas un avantage tactique, mais une annihilation industrielle. Entre janvier et mai 1944, les bombardements préparatoires larguèrent 145 000 tonnes sur des cibles allemandes, dépassant tous les bombardements allemands sur la Grande-Bretagne pendant toute la guerre. Les avions de transport livrèrent 3 divisions aéroportées en un jour, utilisant plus d'avions que toute la flotte de transport allemande n'en posséda jamais. En décembre 1944, des raids individuels impliquaient 1200 bombardiers escortés par 900 chasseurs. Les P-51 Mustang possédaient la portée pour atteindre la Pologne, les performances pour égaler n'importe quel adversaire, et existaient en quantité, rendant les pertes insignifiantes. Les pilotes allemands les appelèrent Indians, essaimant partout simultanément. Alors que la défaite approchait, même le leadership nazi reconnut la catastrophe de production. En décembre 1944, Goebbels écrivit dans son journal « Les promesses de Göring sur la supériorité de la Luftwaffe semblent maintenant des délires criminels. Nous combattons la plus grande puissance industrielle du monde avec de la rhétorique. » Rommel dit à son état-major avant le D-Day « Les Américains peuvent perdre 10 chars pour chaque que nous détruisons et toujours nous submerger. Quand ils débarqueront, ils viendront avec une telle supériorité matérielle qu'aucune position ne pourra tenir. » Même Hitler admit à Speer en janvier 1945 « Nous aurions dû écouter les rapports de Böttcher. Leur potentiel industriel fut décisif. Pendant que nous construisions des centaines, ils construisaient des dizaines de milliers. » Albert Speer témoigna plus tard que les bombardements américains réduisirent la production allemande de 35% pour les chars, 31% pour les avions et 42% pour les camions. Il déclara sans équivoque « Les attaques américaines, qui suivirent un système défini d'assaut sur les cibles industrielles, causèrent l'effondrement de l'armement allemand. » Le chasseur à réaction allemand, Me-262 opérationnel, mi-1944, représenta une innovation authentique.
100 000 km par heure plus rapide que n'importe quel chasseur allié. Hitler et Göring crurent que cette arme miracle pourrait restaurer la supériorité aérienne malgré l'infériorité numérique. Mais l'Allemagne produisit seulement 1430 Me 262 au total, avec jamais plus de 200 opérationnels simultanément. Les moteurs nécessitaient une révision toutes les 10 heures. Les matériaux critiques étaient indisponibles, forçant des substitutions inférieures. L'Amérique, pendant ce temps, avait commencé le développement des jets en 1942. Tandis que le Bell P-59 s'avéra inférieur aux jets allemands, le Lockheed P-80 Shooting Star, supérieur à n'importe quel jet allemand, entra en production avant la fin de la guerre. La profondeur industrielle américaine permit la poursuite simultanée de multiples technologies, un luxe que l'Allemagne ne put s'offrir. Le contraste épousa le résultat de la guerre de production. La supériorité technologique allemande dans les jets ne signifia rien contre la capacité américaine à produire des milliers de chasseurs conventionnels, tout en développant simultanément des avions de nouvelle génération. La qualité sans quantité s'avéra sans valeur dans la guerre totale. L'arrestation d'Hermann Göring, le 8 mai 1945, par des éléments de la 36e division d'infanterie américaine, marqua le début de sa confrontation avec la réalité. Initialement défiant à l'installation d'interrogatoire à Augsbourg, il maintint que la technologie allemande avait été supérieure, vaincue seulement par les nombres. Son transfert subséquent à Camp Ashcan au Luxembourg, l'installation dédiée aux prisonniers nazis de haut rang, amena des interrogatoires intensifs. En juillet 1945, le major Kenneth Heckler conduisit des interviews extensives, documentant la reconnaissance évoluante de Göring de la supériorité industrielle américaine. Je savais que le potentiel industriel américain était grand, admit Göring à Heckler, mais l'exécution dépassa mes pires craintes. Cette seule usine à Willow Run produisit plus d'avions que notre force de bombardiers entière à son pic. C'était incompréhensible. Il exprima un étonnement particulier pour la logistique américaine. Votre capacité à approvisionner des forces à travers 2 océans tout en maintenant la production domestique. Ceci était au-delà de notre conception. Nous ne pouvions pas approvisionner adéquatement des forces à 500 miles de l'Allemagne. Vous approvisionnâtes des armées à 5000 miles de l'Amérique. Pendant son procès à Nuremberg, les procureurs présentèrent à Göring des preuves accablantes de la supériorité de production américaine. Des graphiques montrèrent l'Amérique produisant plus d'avions mensuellement en 1944 que l'Allemagne n'en produisait annuellement. Des films, des lignes d'assemblage de Willow Run furent projetés tandis que les procureurs listèrent les villes allemandes détruites par les bombardiers de cette seule usine. Le témoignage de Göring du 14 mars 1946 révéla sa lutte pour comprendre l'échelle. Je croyais le potentiel économique et technique des États-Unis être exceptionnellement grand, particulièrement l'Air Force. Mais je n'imaginais jamais qu'il pourrait augmenter la production aéronautique de 100 fois en 4 ans. Une telle croissance semblait physiquement impossible. Le psychologue de prison G.M. Gilbert documenta l'obsession de Göring avec les statistiques de production. Il calcula répétitivement des ratios comparant des usines américaines simples à la production allemande entière. Il sembla particulièrement fixé sur Willow Run, l'appelant « cette fichue usine qui brisa notre dos ». Quand on lui montra que l'Amérique avait produit 812 615 moteurs d'avion contre 240 et 1 675 pour l'Allemagne, Göring fixa simplement les chiffres en silence. La réalité mathématique de la défaite était indéniable. L'ampleur de la transformation reste stupéfiante même aujourd'hui. De 3611 avions militaires en 1940, l'Amérique en produisit 295 959 à la fin de la guerre, 97 810 bombardiers, 99 465 chasseurs, 98 684 autres. Ceci représenta non seulement la quantité, mais la supériorité systémique dans chaque aspect de la production. 2 millions d'Américains travaillèrent dans la production aéronautique à son pic, incluant une diversité sans précédent. Femmes, Afro-Américains, Mexicains-Américains, Amérindiens, travailleurs handicapés, adolescents et citoyens âgés.
Cette mobilisation démocratique réalisa ce que le commandement totalitaire ne put pas, une coopération volontaire qui dépassa la production du travail forcé par chaque métrique. La main-d'œuvre qui entra dans les usines en 1941, ne connaissant rien des avions, émergea en 1945 comme les travailleurs aéronautiques les plus qualifiés du monde. Ils ne construisirent pas seulement des avions, ils révolutionnèrent la fabrication elle-même. Le contrôle qualité statistique développé pour la production de bombardiers devint une pratique industrielle standard mondiale. Les principes d'automatisation pionniers à Willow Run transformèrent la fabrication globale. Les ingénieurs qui conçurent les lignes d'assemblage de bombardiers conçurent la fusée Saturn V. Les femmes qui rivetèrent les B-24 élevèrent des enfants qui marchèrent sur la Lune. Le miracle de production ne se termina pas avec la victoire. Il lança le siècle américain. Les dimensions financières défiaient l'orthodoxie économique. La production aéronautique consomma 45 milliards de dollars des années 1940, équivalent à 800 milliards aujourd'hui. Le programme B-29 seul coûta plus que le projet Manhattan. Pourtant, plutôt que de banqueruper l'Amérique, la production de guerre créa une prospérité sans précédent. Le chômage, qui avait tourmenté la décennie de la dépression, disparut complètement. Le revenu personnel doubla entre 1940 et 1945. Les ventes de bons de guerre par les travailleurs eux-mêmes financèrent une grande partie de l'expansion. Les travailleurs de Willow Run seuls achetèrent 45 millions de dollars en bons, finançant les opérations de leur propre usine. L'Allemagne, inversement, consomma 40% de sa capacité industrielle entière pour la production aéronautique en 1944, pourtant produisit moins de la moitié de la production américaine. Le travail d'esclaves, de plus en plus compté, s'avéra catastrophiquement contre-productif. Le sabotage était endémique. La qualité s'effondra. La productivité par travailleur allemand déclina réellement après 1943, tandis que la productivité américaine augmenta de 300%. L'infrastructure de production construite pour la guerre devint le fondement de la prospérité d'après-guerre. Les fonderies d'aluminium construites pour les bombardiers produisirent des matériaux pour le logement suburbain. Les usines chimiques, qui firent du carburant d'aviation, créèrent des plastiques pour les biens de consommation. Les usines de machines-outils, qui équipèrent les usines aéronautiques, outillèrent l'industrie américaine pour la domination globale. Au-delà de la production brute se trouva l'excellence organisationnelle. Le War Production Board coordonna 184 000 compagnies sans heurts. Les machines à cartes perforées d'IBM traquèrent des millions de composants à travers des milliers de fournisseurs. Le Radiation Laboratory du MIT, employant 4000 scientifiques, développa des systèmes de navigation qui donnèrent aux bombardiers américains une capacité par tous les temps. Quand le combat révéla la vulnérabilité du B-17 aux attaques frontales, Boeing ajouta des tourelles de Menton en 60 jours. Quand les opérations du Pacifique requéraient une portée étendue, Consolidated modifia les B-24 sans arrêter la production. Les modifications allemandes prirent des mois ou des années. Les améliorations américaines prirent des semaines. Cette adaptabilité s'avéra aussi décisive que le volume de production. Les avions américains évoluèrent continuellement, basés sur l'expérience de combat global. L'information coula des batailles du Pacifique aux lignes de production de l'Atlantique en quelques jours. Les avions allemands, produits dans des installations souterraines, isolés par du travail d'esclaves, restèrent statiques, tandis que les designs américains s'améliorèrent hebdomadairement. La boucle de rétroaction entre le combat et la production atteignit une efficacité sans précédent. Les observations des pilotes atteignirent les ingénieurs immédiatement. Les solutions des ingénieurs atteignirent les lignes d'assemblage en quelques jours. Les suggestions des travailleurs de lignes d'assemblage atteignirent les designers directement. Ce flux d'informations démocratiques s'avéra supérieur au commandement hiérarchique allemand. Le 15 octobre 1946, heures avant son exécution programmée, Hermann Göring écrivit sa lettre finale. Dedans, il fit son admission la plus complète de la signification de la guerre de production.
Les Américains gagnèrent par la puissance industrielle, pas la prouesse militaire. Nous ne fûmes pas vaincus par de meilleurs soldats, mais par de meilleures usines. La nation que nous rejetâmes comme capable seulement de construire des biens de consommation enterra la Wehrmacht sous l'aluminium et l'acier. Sa dernière déclaration enregistrée à Gilbert fut également révélatrice. Nous déclarâmes la guerre à un géant industriel pendant qu'il dormait. Quand il se réveilla, nous fûmes condamnés. Ils ne nous surpassèrent pas seulement en production, ils révolutionnèrent la production elle-même. Chaque aspect de leur système s'avéra supérieur au nôtre. Göring commit suicide cette nuit-là, mais son témoignage final reste comme le verdict de l'histoire sur la guerre de production. Le maréchal du Reich, qui avait rejeté les capacités américaines, mourut en sachant qu'une seule usine américaine dépassa la production de toute sa force aérienne pendant sa durée de vie. Les historiens militaires considèrent l'achievement de production américaine comme le facteur décisif dans la victoire alliée. Sans la supériorité matérielle écrasante qu'elle fournit, le D-Day aurait été impossible, la campagne de bombardement insoutenable et la guerre du Pacifique ingagnable. Richard Overy, l'historien principal de la guerre aérienne, conclut « Le résultat fut déterminé non par l'esprit combatif ou la brillance tactique, mais par le poids du matériel. » Les Alliés gagnèrent parce qu'ils enterrèrent leurs ennemis sous une avalanche de production. Les chiffres supportent cette évaluation absolument. En 1944, l'Amérique seule produisit plus d'avions militaires que le reste du monde combiné, Axes et Alliés. Ce ne fut pas une supériorité incrémentielle, mais une dominance d'ordre de magnitude. L'Allemagne fit face non à la défaite, mais à l'oblitération. Pourtant, la signification du miracle de production transcenda la victoire militaire. Il prouva la supériorité de la démocratie sur la dictature, l'avantage de la liberté sur la tyrannie, la force de la coopération volontaire sur l'obéissance forcée. Les travailleurs qui réalisèrent cette transformation n'étaient pas des esclaves ou des conscrits, mais des citoyens libres unis dans un but commun. Le rejet par Hermann Göring de la capacité de production américaine reste comme l'erreur de calcul la plus catastrophique de l'histoire. Son mépris pour le potentiel industriel démocratique coûta à Allemagne la guerre et des millions de vies. Son échec à reconnaître les capacités américaines scella le destin du Troisième Reich avant que le premier bombardier n'atteigne le ciel allemand. La transformation de 3000 à 100 000 avions annuellement démontra que les sociétés libres, quand confrontées à des menaces existentielles, pouvaient réaliser l'impossible. Les travailleurs américains ne rencontrèrent pas seulement le but impossible de Roosevelt, ils le doublèrent. Ils n'égalèrent pas seulement la production allemande, ils la dépassèrent de 5 fois tout en combattant simultanément dans le Pacifique. Les leaders d'aujourd'hui feraient bien de se souvenir de l'erreur de Göring. Rejeter les nations démocratiques comme faibles parce qu'elles sont pacifiques, ou sous-estimer la capacité productive des peuples libres parce qu'ils préfèrent la prospérité à la conquête, invite à l'erreur de calcul catastrophique. L'Amérique en 1940 apparut non préparée pour la guerre. En 1944, elle était devenue un colosse industriel impossible à arrêter. L'arsenal de la démocratie prouva que les lignes de production pouvaient être aussi décisives que les lignes de front, que les travailleurs d'assemblage pouvaient être aussi cruciaux que les soldats, que la mobilisation industrielle pouvait déterminer la victoire, aussi sûrement que la stratégie militaire. Göring apprit cette leçon trop tard, au coup de la destruction de sa nation, de sa réaction méprisante à l'annonce de Roosevelt en mai 1940 à son exécution à Nuremberg en octobre 1946, le voyage d'Hermann Göring traça l'arc de la destruction de l'Allemagne nazie. Son mépris pour la production américaine devint l'épitaphe du Troisième Reich, un régime qui confondit l'idéologie avec la capacité, qui prit la tyrannie pour la force, qui crut que la mythologie raciale pouvait surmonter les mathématiques industrielles. Le maréchal du Reich, qui rejeta la production aéronautique américaine, mourut en sachant que les usines américaines avaient produit plus d'avions en 1944 seules que l'Allemagne n'en produisit pendant toute la guerre. Sa moquerie de la capacité industrielle démocratique devint la blague la plus chère de l'histoire, payée dans la monnaie de la défaite totale.
L'Amérique produisit 295 959 avions militaires. L'Allemagne en produisit 94 677. Mais la vraie victoire ne résida pas dans les nombres, mais dans la méthode, prouvant que les travailleurs libres pouvaient surpasser les esclaves en production, que la coopération démocratique pouvait dépasser le commandement totalitaire, qu'une nation d'immigrants et de citoyens divers pouvait s'unir pour réaliser l'impossible. Les bombardiers B-24 sortant de la ligne d'assemblage de Willow Run toutes les 63 minutes n'étaient pas seulement des avions. Ils étaient la réponse de la démocratie à la tyrannie. Chaque rivet enfoncé par une femme qui était une femme au foyer des mois plus tôt, chaque moteur construit par un adolescent qui avait quitté le lycée pour servir, chaque aile assemblée par des travailleurs qui avaient fui la pauvreté et la discrimination. Tous prouvèrent que les peuples libres, quand unis dans une cause juste, pouvaient enterrer la tyrannie sous une avalanche de production. Hermann Göring rit de l'idée de l'Amérique produisant 50 000 avions annuellement. L'Amérique répondit en produisant 2 fois plus, transformant l'histoire globale dans le processus. Son rire résonna à travers l'histoire comme le son de l'erreur de calcul catastrophique, le rejet fatal de l'arsenal de la démocratie par un homme qui ne comprenait ni la démocratie ni la production. À la fin, les deux l'enterrèrent, et tout ce qu'il représenta sous 300 000 avions qui transformèrent son mépris en la défaite la plus complète de l'histoire.